Marilyn Monroe, alors plus que le contraire. Je crois qu'ils sont influencés tous les deux, à mon avis. Je crois. Maintenant, Enfin, ils ont l'air de s'aimer beaucoup. oui. Il le détestait plus que quiconque. À la fin de sa vie, Yves Montand ne parlait presque plus de certaines personnes. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas de la fatigue, c'était un choix, un silence froid, précis, presque calculé. Ceux qui étaient encore là comprenaient vite qu'il existait des noms qu'il refusait de prononcer, pas par indifférence, mais parce que ces noms étaient restés gravés trop profondément. Les années avaient passé mais rien ne s'était effacé. Les images revenaient, les articles ressortaient. Les souvenirs n'avaient jamais disparu. Montand avait traversé une époque dure, une époque où la violence ne passait pas forcément par les coups, mais par les regards, les titres de journaux, les phrases lâchées au bon moment. Une époque où l'on pouvait être exposé en une nuit humilié en quelques lignes détruites sans jamais être touché physiquement. Il connaissait ses règles, il en avait payé le prix. Derrière l'élégance, derrière la voix, derrière l'image du grand artiste, il y avait autre chose, des cicatrices, des trahisons, des moments où il avait compris que certaines relations n'étaient jamais ce qu'elles prétendaient être. Certaines avaient commencé dans l'admiration, elles s'étaient terminées dans le doute, d'autres avaient été construites sur la confiance. Elles avaient fini par l'exposer devant tout le monde. Avec le temps, tout s'était organisé dans son esprit, pas comme une liste écrite, mais comme une mémoire claire. 5 visages, 5 histoires, 5 blessures distinctes, chacune liée à un moment précis où quelque chose s'était brisé, pas bruyamment, pas publiquement au début, mais assez profondément pour ne jamais disparaître. L'un avait révélé ce qu'il voulait garder caché, un autre avait transformé une relation intime en fracture irréversible. Un troisième avait attaqué ce en quoi il croyait. Un autre encore avait utilisé son image jusqu'à la déformer. Et il y en avait un seul, qui avait changé définitivement sa manière de voir les autres. Montand n'en parlait pas, mais il n'oubliait rien. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Yves Montand était vraiment. Yves Montand n'était pas censé devenir une légende. Il est né en 1921 en Italie dans une famille ouvrière qui a fui pour survivre. Rien n'était prévu pour lui. Pas la scène, pas le cinéma, pas cette place au sommet. Très tôt, il a compris une chose simple, il fallait se battre pour exister. Ses débuts n'ont rien eu de glorieux. Sa voix dérangeait certains. Son style semblait trop brut pour d'autres. Il n'entrait pas dans les codes. On le regardait avec doute. On le comparait. On le jugeait avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Il avançait quand même, mais chaque pas était accompagné d'un regard sceptique. Chaque opportunité ressemblait à un test. Puis la reconnaissance est arrivée, lentement, pas comme une évidence mais comme une conquête, et avec elle une pression constante. Être admiré ne voulait pas dire être accepté. Plus il montait, plus il était observé. Chaque geste devenait une déclaration. Chaque silence était interprété. Il n'était plus seulement un artiste, il devenait une image, et cette image ne lui appartenait plus totalement. Sa vie personnelle n'a jamais été séparée de sa carrière. Les relations qu'il construisait finissaient toujours exposées. Ce qui devait rester privé devenait public. Ce qui était fragile devenait visible. Certaines personnes entraient dans sa vie comme des alliés. Elles en ressortaient comme des sources de tension, pas toujours à cause d'un conflit direct, parfois simplement parce que la confiance se fissurait lentement jusqu'à disparaître. Il a appris à ne plus réagir immédiatement, à observer, à retenir, à encaisser. Mais cela ne signifiait pas qu'il oubliait. Derrière le calme, il accumulait. Derrière le contrôle, quelque chose restait intact. Une mémoire précise des moments où il avait été mis à l'épreuve, où il avait été attaqué, où il s'était senti seul même entouré. Avec le temps, ces moments ont pris une forme plus nette. Pas une colère visible, pas une vengeance, mais une trace, une cicatrice laissée par des personnes bien précises, pas des inconnus, pas des adversaires lointains, des visages familiers, des relations proches, des histoires qui avaient compté. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'il n'a jamais oubliées. Numéro CINQ, Marilyn Monroe. Elle a exposé ce qu'il voulait garder intact.
Quand Yves Montand arrive à Hollywood au début des années 60 pour tourner Let's Make Love, il entre dans un monde qui ne lui appartient pas vraiment. Tout y est plus grand, plus brutal, plus rapide. Là où en France les choses pouvaient encore rester dans une certaine retenue ici, rien ne restait caché. Et au centre de ce système, il y avait Marilyn Monroe. Au départ, ce n'était qu'un tournage, une rencontre professionnelle, deux univers qui se croisent. Mais très vite quelque chose change. Les regards deviennent plus insistants, les absences plus longues, les rumeurs commencent à circuler. Et dans cet environnement, une rumeur ne reste jamais une rumeur très longtemps. La relation entre Montand et Marilyn Monroe devient publique avant même qu'elle ne soit comprise. Les studios savent, les journalistes savent, et surtout ils attendent. Ils attendent le moment exact pour frapper, pour exposer, pour transformer une histoire privée en spectacle mondial. Montand n'était pas préparé à ça, pas à ce niveau. En quelques jours, il devient autre chose qu'un acteur. Il devient un scandale. Son nom apparaît dans les titres. Son image est associée à une trahison. Tout ce qu'il contrôlait jusque-là lui échappe. Il est observé, jugé, déformé. Mais le plus dur n'était pas Hollywood. Le plus dur, c'était ce qui restait en France. Simone Signoret, sa femme, celle qui avait construit avec lui une relation solide, se retrouve exposée à son tour. Pas par choix, pas par erreur, mais parce que tout est devenu public. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de retour possible. Le moment précis où tout bascule ne se passe pas sur un plateau. Il se passe dans les journaux, dans les photos publiées sans retenue, dans les titres qui ne laissent aucune place au doute. Montand ne contrôle plus rien. Son intimité est détruite. Son image est redéfinie sans lui. Ce n'était pas seulement une affaire. C'était une humiliation mondiale. Il n'a jamais parlé de Marilyn Monroe avec haine ouverte, mais il n'a jamais oublié ce que cette période lui a coûté, ce qu'elle a exposé, ce qu'elle a brisé autour de lui. Ce n'était pas seulement une femme. C'était le moment où il a compris qu'on pouvait être détruit sans même se défendre. Ce moment ne l'a jamais quitté. Numéro 4, Simone Signoret, personne ne l'a brisé aussi silencieusement. Avant le scandale, il y avait une stabilité, une forme d'équilibre que Yves Montand n'avait jamais vraiment connue ailleurs. Simone Signoret n'était pas seulement sa femme. Elle était celle qui comprenait le système, celle qui savait comment protéger sans jamais contrôler, celle qui voyait au-delà de l'image. Ensemble, ils formaient quelque chose de solide, presque intouchable. Puis tout s'est fissuré sans bruit. Lorsque l'affaire avec Marilyn Monroe éclate, Signoret ne crie pas. Elle ne provoque pas de scandale. Elle ne donne pas d'interview destructrice. Elle reste droite, calme, presque froide. Et c'est précisément cette absence de réaction qui devient insupportable. Parce qu'elle ne détruit pas publiquement, mais elle ne pardonne pas non plus. Montand se retrouve face à un silence qu'il ne peut pas maîtriser. Pas de confrontation, pas d'explosion, juste une distance. Une manière de continuer à exister à ses côtés, sans jamais revenir complètement. Et dans cette distance, il comprend quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment envisagé. Certaines blessures ne demandent pas de mots pour durer. La relation ne disparaît pas, elle change. Elle devient autre chose, moins visible, moins évidente, mais aussi plus lourde. Chaque regard porte une mémoire. Chaque geste rappelle ce qui a été exposé. Montand n'est plus seulement celui qui a réussi. Il devient celui qui a trahi. Même sans accusation directe, cette image s'installe. Le moment le plus dur n'est pas public. Il ne se passe pas dans un studio ni dans un journal. Il se passe dans le quotidien, dans ces instants où rien n'est dit mais où tout est présent. Dans cette manière qu'a Signoret de rester, tout en étant ailleurs, c'est là que Montand réalise que certaines conséquences ne disparaissent jamais. Il ne peut pas réparer. Il ne peut pas effacer. Il peut seulement continuer, et c'est précisément cela qui le détruit lentement. Avec le temps, ils restent ensemble. En apparence, rien ne s'effondre, mais à l'intérieur, quelque chose s'est définitivement déplacé. Une confiance s'est fissurée, une certitude a disparu, et Montand le sait. Il ne l'a jamais admis ouvertement, mais il a toujours su que ce moment avait laissé une trace que rien ne pourrait corriger. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 3, Jean-Paul Sartre. Il a attaqué ce qu'il croyait être intouchable. À une époque,
Yves Montand ne se contentait pas d'être un artiste, il était engagé, présent, aligné avec une certaine vision du monde. Il fréquentait les intellectuels, les penseurs, ceux qui donnaient du sens aux combats politiques et culturels. Parmi eux, Jean-Paul Sartre occupait une place particulière. Pas comme un ami intime, mais comme une figure d'autorité, une référence intellectuelle qu'on ne contredisait pas facilement. Au début, tout semblait cohérent. Montand incarnait une gauche engagée, une voix artistique qui portait un message. Sartre lui analysait, écrivait, jugeait. Deux rôles différents mais une même direction. Une proximité s'installe, pas basée sur l'affection mais sur une forme de respect mutuel. Montand croit être du bon côté. Il croit comprendre les règles. Puis quelque chose change. Avec le temps, Montand commence à douter. Il observe. Il voit les contradictions. Il se confronte à la réalité politique, à ce qui se passe au-delà des discours. Et surtout, il prend des positions qui ne correspondent plus exactement à ce que le cercle intellectuel attend de lui. Ce n'est pas une rupture immédiate. C'est un glissement, lent, presque invisible au départ. Mais Sartre, lui, ne laisse rien passer. Les critiques arrivent, pas forcément violentes dans la forme, mais précises, froides, tranchantes. Montand n'est plus vu comme un allié évident. Il devient quelqu'un qui s'éloigne. Quelqu'un qui dérange. Dans ce milieu, ce type de distance n'est jamais neutre. Elle est analysée, interprétée, amplifiée. Montand se retrouve exposé autrement. Pas dans les journaux populaires cette fois, mais dans les cercles intellectuels. Là où la réputation se construit sur la cohérence, sur la fidélité aux idées. Et dans cet espace, il commence à être perçu comme instable. Comme quelqu'un qui change, qui doute, qui n'est plus fiable. Le moment de rupture n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de confrontation directe, pas de scandale public. Mais il y a un basculement clair. Montand comprend qu'il n'est plus considéré comme avant, que ce regard qu'il respectait est devenu un jugement. Et ce jugement est plus dur que n'importe quelle attaque médiatique. Parce qu'il touche à quelque chose de plus profond, pas son image, pas sa carrière, mais ce qu'il pensait être sa place, ce qu'il croyait être ses convictions. Sartre ne l'attaque pas comme un ennemi. Il le démonte comme une idée qui ne tient plus. Et Montand ne peut pas répondre de la même manière. Il n'est pas philosophe, il n'écrit pas, il ne construit pas des systèmes, il vit, il ressent, il agit. Et face à cette critique froide structurée, il se retrouve sans véritable défense. Ce n'était pas une humiliation bruyante, c'était pire. C'était une mise à distance, une manière de dire qu'il n'était plus à sa place. Ce jugement l'a marqué à vie. Numéro Dux Costa Gavras. Il a transformé son image en quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Quand Yves Montand commence à travailler avec Costa Gavras, tout semble aligné. Le cinéma devient un prolongement de ses convictions. Les rôles qu'il accepte ne sont pas neutres. Ils portent un message. Ils s'inscrivent dans une époque tendue marquée par les conflits idéologiques, les luttes politiques, les fractures visibles. Avec des films comme Z où l'aveu Montand ne joue pas seulement un personnage. Il incarne une position. Au départ, cela lui donne une force nouvelle, une crédibilité différente. Il n'est plus simplement une voix ou un visage connu. Il devient un symbole, quelqu'un que l'on associe à des idées, à une vision du monde. Et dans ce contexte, Costa Gavras sait exactement ce qu'il fait. Il construit des films qui frappent, qui exposent, qui dénoncent. Et Montand est au centre de cette mécanique. Mais très vite, la frontière disparaît. Le public ne distingue plus l'acteur de ce qu'il représente à l'écran. Les rôles collent à la peau. Les prises de position deviennent indissociables de son image. Montand se retrouve enfermé dans quelque chose qu'il ne peut plus ajuster. Il ne choisit plus totalement la manière dont il est perçu. Cette perception est déjà construite, et plus les films marquent, plus cette image se rigidifie. Dans les médias, dans les débats, dans les discussions politiques, Montand n'est plus seulement cité comme un artiste. Il est utilisé, interprété, parfois récupéré. Chaque apparition, chaque parole est analysée à travers ce prisme. Et même lorsqu'il tente de nuancer, de prendre du recul, le cadre est déjà posé. Le moment le plus dur n'est pas un échec. C'est une prise de conscience. Il comprend qu'il n'est plus libre de son propre visage, que son image publique appartient désormais à quelque chose de plus grand que lui,
à un discours, à un courant, à une attente. Et cette attente ne tolère pas les écarts. Costa Gavras n'est pas un adversaire direct. Il ne trahit pas, il ne provoque pas, mais il révèle, il amplifie. Il expose Montand dans un espace où tout devient définitif. Là où chaque rôle laisse une trace impossible à effacer. Et Montand se retrouve pris dans cette construction. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas redevenir neutre. Il doit assumer ce que cette image implique même lorsqu'elle ne correspond plus exactement à ce qu'il pense. C'est une autre forme de perte de contrôle. Plus subtile, plus profonde. Ce n'est pas une attaque frontale. C'est une transformation lente. Et une fois qu'elle est achevée, il est trop tard. Il n'a jamais repris le contrôle de son image. Numéro 1 François Mitterrand. C'était celui qui a détruit ce en quoi il croyait encore. Pendant des années, Yves Montand n'était pas seulement un artiste engagé en apparence. Il vivait réellement avec cette idée que certaines convictions pouvaient rester intactes même face au pouvoir. Il ne parlait pas comme un idéologue, mais il observait, il s'impliquait, il choisissait ses positions avec une forme de sérieux presque naïf. François Mitterrand représentait alors une continuité possible entre l'engagement et la réalité politique. Une figure capable de porter des idées sans les trahir immédiatement. Au départ, il n'y a pas de conflit visible. Montand soutient sans excès mais avec une forme de confiance mesurée. Il regarde les décisions, il écoute les discours. Il accepte les compromis comme des nécessités du pouvoir. Rien ne semble encore rompu, rien ne semble totalement incohérent. Pourtant, progressivement, une distance commence à s'installer. Ce n'est pas un choc brutal, mais une accumulation lente de décalage entre ce qui était attendu et ce qui se produit réellement. Avec le temps, Montand comprend que le pouvoir ne protège pas les idées, il les transforme. Les discours changent de ton, les décisions prennent une direction plus froide, plus stratégique. Ce qu'il percevait comme une ligne claire devient une suite d'ajustements. Et dans ces ajustements, il voit disparaître ce qu'il pensait être essentiel. Ce n'est pas une trahison spectaculaire. C'est une érosion, une perte progressive de sens qui devient impossible à ignorer. Le moment le plus dur n'est pas public. Il ne se joue pas dans un débat ou une déclaration officielle. Il se construit dans cette prise de conscience silencieuse où Montand réalise qu'il ne peut plus croire comme avant. Ce n'est pas seulement Mitterrand qui change à ses yeux.